personnes de l'équipe qui sont ici avec moi, qui travaillent, elles travaillent toutes sur la taxi de Friedreich. Je vais les laisser se présenter et rapidement dire sur quoi elles travaillent. Il y en a 2 qui ne parlent pas français, donc pour ceux qui parlent anglais, ce serait bien de les accueillir au moment du repas ce soir sur votre table. Donc voilà. Bonjour à tous. Bonjour, vous m'entendez? Donc moi c'est Valentine. Alors, moi c'est Valentine et donc je travaille sur la taxi de Friedreich. Je m'intéresse en particulier plus sur la fonction de la frataxine et son rôle dans la biogénèse des centres fer-soufre. Hi everyone, I'm Federica, and I work more on neuronal aspect of the Friedreich ataxia, and how the neurons are connected and how the frataxin loss is impacting the neuronal connectivity. Donc Federica travaille plus sur l'aspect neuronal de la maladie, et notamment elle travaille sur des souris, et elle essaie de comprendre comment la connectivité neuronale ne marche pas correctement au sein de la taxi de Friedreich, et de voir si elle peut après moduler cette connectivité neuronale pour essayer de compenser les problèmes. Hello, I'm Deepika. I'm a PhD student in Helen's lab. My research is more focused on understanding the degeneration of sensory neurons in the vertebral column in the spinal cord in Friedreich ataxia. Donc Deepika est étudiante en thèse, elle est en 4e année de thèse, et elle s'intéresse spécifiquement à essayer de comprendre les voies moléculaires qui sont touchées dans les neurones sensitifs, dans les ganglions rachidiens postérieurs. Et c'est elle aussi qui teste des molécules pharmacologiques sur des modèles cellulaires que je vais présenter. Voilà. Ah pardon, oui. Donc moi c'est Hélène Puccio, je travaille sur la taxi de Friedreich depuis fort longtemps. J'ai commencé dans l'équipe de Michel en 98 avec le développement des modèles souris cellulaires, et je continue depuis à travailler. Donc j'ai une équipe qui est maintenant, depuis 2020, on est à Lyon, on était à l'IGBMC à Strasbourg avant, et on travaille sur des aspects très fondamentaux et sur des aspects très appliqués aussi, avec l'idée d'essayer de trouver des molécules ou des approches thérapeutiques. Donc, ben voilà, donc le laboratoire, ça c'est juste pour vous montrer brièvement. Donc, le laboratoire travaille donc sur la partie ataxie de Friedreich. On est, je crois, c'est un peu plus de 2/3 à peu près du laboratoire sont vraiment sur l'ataxie de Friedreich. Et on essaie de comprendre donc la physiopathologie, donc qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus de frataxine. Et on essaie de comprendre la partie neurologique et cardiaque. Alors on est beaucoup moins sur la partie cardiaque maintenant, et on est beaucoup plus concentré sur la partie neurologique. Et on fait ça en utilisant des modèles cellulaires, que ce soit des modèles cellulaires issus de nos souris ou des modèles cellulaires de cellules souches induites, qui nous permet après de différencier les modèles en neurones, par exemple. Et on travaille aussi sur la souris. Je crois que je n'ai pas de vidéo de souris cette année. Je pense que c'est la première fois depuis très longtemps. Et donc, comme j'ai dit, on essaie de développer des approches thérapeutiques aussi, notamment la thérapie génique et des thérapies pharmacologiques. Et on utilise toujours nos modèles aussi pour faire de la recherche sur des biomarqueurs. Donc, comment comprendre la physiopathologie de la FAF? Donc, vous avez à plusieurs reprises déjà vu nos modèles souris qui, quand on les fait marcher sur des petits tests comme ça, ont de la peine à marcher. C'est comme ça qu'on mesure, c'est nos échelles à nous de mesurer l'ataxie chez les souris. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des modèles in vivo. Et après, on a des modèles in vitro qui sont plus simples, qui sont des neurones en culture. Je pense qu'Olivier Grisot a dû présenter une année, qui était un étudiant en thèse dans mon équipe à l'époque, et qui donc a mis au point ce modèle neuronal où vous voyez ici, c'est la moelle épinière de la petite souris,
c'est sous la loupe hein, là, qu'on voit, avec ces ganglions rachidiens postérieurs qui sont tout le long de la moelle épinière. Donc, il est capable de sortir les neurones sensitifs de ces ganglions rachidiens postérieurs et d'avoir un modèle qui reproduit en fait beaucoup d'aspects différents de la pathologie. Donc, en utilisant ce modèle, hein, Olivier Grisot a développé ce modèle. Donc, on voit le corps des neurones et on voit les axones des neurones. Et il a pu observer plein de conséquences. Quand il n'y a plus de frataxine dans ces neurones, donc on n'a plus de frataxine, on observe une baisse de la production de ces centres fer-soufre, dont on va sûrement entendre parler un peu plus tard hein, par Benoît, sinon on en parlera en recherche, à l'atelier recherche. On retrouve une baisse de l'activité de la mitochondrie, une augmentation de fer mitochondrial et une augmentation de stress oxydant. Donc ce sont tous des marqueurs de la pathologie qu'on connaît très bien maintenant dans beaucoup de modèles différents. Et donc on les retrouve aussi dans ce neurone malade. Et donc ce que Olivier a pris le pari de faire, c'est qu'il a décidé qu'il voulait utiliser ce modèle. Et en fait, c'est suite à plusieurs venues à l'AFAF, hein, à l'AG, ici à Nouan, parce que son projet de thèse n'était pas du tout un projet de molécules pharmacologiques, mais à la fin, il a dit, moi, je veux faire quelque chose qui est utile. Je n'ai pas envie de comprendre juste la recherche fondamentale et je veux absolument faire quelque chose utile en plus. Et donc, il a dit, je vais essayer de tester des molécules sur ce modèle en faisant un criblage. Donc pour faire un criblage, alors moi je lui ai dit écoute ça c'est très risqué mais vas-y on essaye. Pour faire un criblage, il a fallu qu'il adapte ses cultures pour faire des cultures dans des tout petits puits, ici que vous voyez dans ce qu'on appelle des plaques 96 puits avec des tout petits puits. Et pour pouvoir cribler un total de 1500 molécules, vous imaginez, il faut énormément de boîtes avec l'idée de on met une molécule par puits et on voit si cette molécule potentiellement pourrait avoir un effet sur ce qu'on décide de mesurer dans le modèle. Alors, la vidéo ne marche pas, malheureusement. Ce que Olivier est arrivé à faire, c'est qu'il est arrivé à utiliser... On avait un robot à l'IGBMC. Il était arrivé à utiliser un robot pour permettre, en fait, de faire tout ça sous robot. Et donc, tout reproduire, parce que le problème dans les criblages, c'est qu'il faut que les choses soient reproductibles. Et donc, il avait mis au point tout son protocole avec ce robot, ce qui était absolument incroyable. Et donc, voilà, il est arrivé à cultiver les neurones dans des plaques 96 puits, trouver un moyen d'identifier des molécules si elles étaient bénéfiques ou non. Donc c'est ce qu'on appelle les marqueurs qui nous permettent de trouver ça. Donc automatiser au maximum hein, pour rendre les résultats plus propres et reproductifs. Et après, une fois qu'on est arrivé à ces 3 étapes, c'est passer toutes les molécules au crible. Et donc c'est ce qu'il a fait. Il a passé 1040, donc on était parti sur 1500 molécules, mais après il y a eu le Covid. Donc il s'est arrêté à 1040. Ce sont toutes des molécules qui ont en fait déjà une autorisation de mise sur le marché. Donc on n'a pas fait de sélection de ces molécules. C'est des molécules qui ont déjà une autorisation de mise sur le marché pour d'autres pathologies. Sur ces 1000 et quelques molécules, 171 étaient toxiques sur les neurones. 9 molécules n'étaient pas solubles, donc on ne pouvait rien faire avec. Mais on avait quand même 860 molécules qui avaient des résultats exploitables. Olivier avait décidé de faire son criblage en mesurant 2 aspects différents dans ces neurones. Les neurones sans frataxine étaient plus petits et les neurones sans frataxine avaient un stress. Et donc, il a pu mesurer dans son criblage à la fois la taille du neurone et le stress. Et il avait trouvé que 92 molécules avaient un effet sur la taille, donc augmenter la taille du neurone, ce qui est probablement un reflet que le neurone allait mieux. Et 30 molécules avaient un effet sur le stress, ça veut dire diminuer le stress mitochondrial. Et de ces molécules, il y en avait 9 qui avaient un effet sur les 2 en même temps. Donc après avoir identifié ces molécules, on a décidé, donc ça c'est juste pour avoir une image qui est un peu compliquée, mais on avait décidé de prendre 48 molécules pour la suite du criblage, pour faire ce qu'on appelle une dose-réponse et de voir si elles avaient des effets proportionnels à la dose, c'était important. Donc on voit ici un neurone qui a de la frataxine, le neurone sans frataxine qui est ici,
Et donc, là, c'est la taille de la cellule. Tout ce qui est au-dessus de ce trait, c'est qu'ils sont plus grands. Tout ce qui est en dessous, c'est qu'ils sont plus petits. Donc voilà, vous voyez, il y a des molécules qui peuvent avoir des effets. Là, il y a une molécule qui a un énorme effet sur la taille de la cellule. Et ici, on regarde le stress mitochondrial. Donc le neurone normal qui a moins de stress que le neurone sans frataxine. Et vous voyez qu'on a des molécules qui ont baissé le stress dans ces neurones. Donc, on a décidé de prendre 48 molécules pour faire une dose-réponse. Une dose-réponse, c'est plusieurs doses à la fois et on regarde. Et ça, c'est juste pour vous montrer un effet de molécules, ce qu'on arrive à voir. On voit par exemple ici une molécule qui a un effet dose. Ça veut dire qu'on va d'une forte dose à une plus faible dose. Et on voit que plus la dose est forte, plus on diminue le stress oxydatif, donc c'est plutôt un bon signe. Ça veut dire que c'est quelque chose plutôt de spécifique, alors qu'on peut avoir d'autres molécules comme ici qui n'ont pas d'effet dose-réponse sur le stress, mais par contre on voit un effet dose-réponse au début sur la taille. Donc la première dose à 1,25 micromolaire a un effet sur la taille, 2,5 un effet, et paf, quand on va trop haut, ça n'a plus d'effet, ça a même tendance à empirer les choses. Donc voilà, donc ça c'est pour essayer de trouver des molécules qui sont plus spécifiques. Donc de cette dose-réponse, on a eu 18 molécules qui ont un effet dose-réponse. On ne connaît toujours pas l'action de ces molécules. Pour l'instant, on parle juste de molécules. Et donc maintenant, on est en train, et en fait c'est Deepika qui est en train de faire ça, elle est en train de prendre ces 18 molécules et est en train de les valider sur les autres phénotypes dans les modèles cellulaires, donc les mêmes neurones en culture, pour essayer de voir sur quels sont les effets sur d'autres phénotypes, donc en train de les valider. C'est juste pour vous montrer une image que Deepika a faite. Vous voyez donc les neurones, donc on a tout remis en place en plus à Lyon, hein. Les neurones qui ont de la frataxine, vous les voyez ici avec les corps et les axones. Vous voyez le neurone sans frataxine. Et là, vous voyez les neurones avec des molécules. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir, avec des doses différentes de molécules. Et vous pouvez voir, par exemple, si vous revenez de plus près, ou tout à l'heure, vous pourrez venir voir sur l'ordinateur, que quand on a la molécule, les neurones ont une bien meilleure tête que quand il n'y a pas de molécule. Donc, c'est un exemple d'une molécule qui permet d'aller mieux. Donc, voilà. Je ne sais pas où j'en suis au niveau temps. Voilà. Non, j'étais... voilà. Non, en général, il y a les questions sur la thérapie génique, donc voilà, mais ça, on pourra le faire en atelier. Voilà. Il y a des questions? Moi, j'en ai une éventuellement. Molécules, parce que j'ai peut-être pas bien écouté, hein, mais molécules, c'est des molécules existantes de médicaments? Oui, donc en fait, ce qu'on appelle molécules, c'est en fait c'est vraiment la molécule en elle-même, mais c'est des médicaments existants qui ont déjà un accord. Alors là, c'est FDA approved, donc c'est aux États-Unis, mais enfin bon, c'est souvent des molécules qui ont aussi des accords en Europe, qui ont déjà un accord de mise sur le marché pour d'autres pathologies. Donc l'idée, c'est que si on trouve une molécule qui peut éventuellement marcher sur, donc d'abord nos cellules, puis après on va les passer dans nos souris avant d'aller chez les patients. Le passage chez les patients est beaucoup plus rapide parce que toute la phase toxicité a déjà été faite et tout ça. Donc c'est ce qu'on appelle du repositionnement de molécules.